Bonjour les humains! Aujourd'hui, on va boire dans une tasse de chatons qui ont l'air d'être de très bons amis parce que on va parler d'amitié justement. On va se demander si c'est possible d'avoir une bonne relation avec la Corée du Nord. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo du roi des rats. Je sais que le roi des rats n'aime pas ça se faire critiquer, mais récemment, il a fait une vidéo sur une visite qu'il a fait en Corée du Nord, puis ça m'a donné une excellente idée pour la vidéo d'aujourd'hui. Sa vidéo confirme une hypothèse que j'avais déjà sur la Corée du Nord, puis on peut faire un parallèle entre Haïti, au moment de son indépendance, et la Corée du Nord actuelle. Essentiellement, dans sa vidéo, il nous décrit c'est quoi sa visite, le processus par lequel il est passé pour se rendre en Corée du Nord, comment s'est déroulée sa visite, il nous donne des images de ce qu'il a pu visiter, des règles qu'il y a en Corée du Nord, puis de la culture générale du peuple là-bas. Il nous parle surtout de son impression quand il visite le pays. Sa description, elle est particulièrement bonne. Il va surtout éviter de nous dire des choses pendant qu'il visite une classe de danseuse de ballet, comme de quoi ça aurait été stagé, en guillemets, ou ça aurait été présenté de cette façon-là, simplement pour nous permettre à nous, en tant qu'Occidentaux, d'avoir une meilleure vision de ce que c'est la Corée du Nord. Il va plutôt nous décrire de façon quasi impartiale ce que c'est sa visite, puis comment il a ressenti les choses, puis comment les choses lui ont été présentées quand il a été en Corée du Nord. Dans son vidéo, il y a deux choses qui ont particulièrement retenu mon attention. En fait, pendant son vidéo, il nous explique qu'il n'y a pratiquement pas de voitures, qu'il y a des grandes autoroutes ou des grandes artères qui sont construites pour les voitures, mais qu'il y a personne qui s'en sert ou presque. Que la majorité des gens marchent ou se promènent à vélo. Il nous parle que les gens, ils sont heureux en général dans le pays. Il nous décrit aussi les grands monuments que le pays a construits, qui sont financés essentiellement par l'État. Il nous décrit comment ils ont été construits, puis surtout, il nous parle de l'utilité des monuments. Ces monuments-là, dans la plupart des cas, sont vides ou inutilisés. Il va ensuite nous glisser un petit mot sur la propagande du régime, sur le message que le régime essaie de faire passer, sur les dessins animés, puis surtout sur l'aspect guerrier du pays. Comme de quoi le pays est toujours en guerre, puis est toujours menacé d'une invasion extérieure. Il va nous glisser un petit mot aussi sur l'importation de matériel culturel à l'intérieur de la Corée du Nord, puis sur la disponibilité de la culture à l'intérieur du pays. Puis tout ça, ça m'a intéressé parce que ça a rejoint d'une certaine façon mon sujet d'étude de prédilection, qui est la coopération internationale en Haïti. Il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent déjà, mais moi je suis un grand voyageur, entre guillemets. Je vais toujours à la même place, je vais en Haïti, puis je vais développer des programmes de coopération, je vais étudier des programmes de coopération en Haïti. Il y a un parallèle qui est facile à faire entre les deux pays. Vous allez me dire que c'est complètement absurde. La Corée du Nord, ça n'a rien à voir avec Haïti. Il y en a un qui est un pays asiatique, l'autre est un pays des Caraïbes. Oui, Haïti c'est dans les Caraïbes, c'est pas en Afrique. Honnêtement, je doute que le gouvernement coréen ait étudié l'histoire haïtienne pour développer sa politique actuelle, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas possible de retrouver les clichés du gouvernement haïtien dans le gouvernement coréen. Donc, à la base, la Corée, c'était juste un pays. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand le Japon l'a envahi, que là, ça a commencé à changer. Dans la libération de la Corée, il y a eu deux pays qui ont été les aider, dans le fond. Il y a eu les Américains et il y a eu les Russes. C'est l'Union soviétique. En venant les aider, les deux pays ont porté chacun leur idéologie dans le pays. L'essence du conflit en Corée vient de ces deux idéologies-là. À l'heure où on se parle, c'est dur de déterminer quelle des deux Corées a vraiment commencé la guerre. On retient aujourd'hui la version de la Corée du Sud, parce qu'on a des relations diplomatiques avec la Corée du Sud. Et comme vous le savez sûrement, on n'en a pas vraiment avec la Corée du Nord. Comme dans pas mal d'histoires, c'est toujours un petit peu plus compliqué que ça. En vérité, c'est le sujet de notre vidéo. En politique, rien n'est manichéen, ce qui veut dire qu'il n'y a rien de vraiment noir ou blanc, c'est toutes des zones grises. Autant que la version de la Corée du Sud peut être vraie, celle de la Corée du Nord aussi peut être vraie. Ici, on n'est pas là pour départager qui a raison. Haïti, c'est mon domaine. Ça a l'air de rien, mais à peu près toutes mes études, je les ai faites sur Haïti puis sur le développement et la politique là-bas. Puis le parallèle que je vois entre la Corée du Nord et Haïti, vient de l'histoire haïtienne. Haïti a obtenu son indépendance en 1804. J'ai pas besoin de vous le dire que c'est par le sang qu'ils ont obtenu leur indépendance.
Autrement dit, les Haïtiens ont mis les Français dehors à grands coups de pied dans le cul. L'objectif était de développer un pays ou une république dans lequel tous les hommes seraient égaux. Par contre, les Français ne l'ont pas vraiment apprécié, ça, de se faire mettre dehors comme ça. Par contre, les Français n'ont pas vraiment apprécié le fait de se faire mettre dehors comme ça. Par contre, les Français n'ont pas vraiment apprécié de se faire mettre dehors ainsi. À ce moment-là, les Français ont refusé de reconnaître l'indépendance d'Haïti. Puis ça, c'était vraiment grave pour le pays. Parce que ce que ça faisait, c'est qu'il n'y a aucun pays du monde qui était capable de commercer directement avec Haïti sans faire un affront à la France. Faire un petit retour sur le commerce triangulaire à l'époque. Si jamais tu voulais acheter des biens dans une colonie française, il fallait avant tout que tu passes par la métropole qui était Paris. Puis ça, la plupart des pays coloniaux fonctionnaient de la même façon. De toute façon, c'est pas une question de français là-dedans. La problématique que ça a apporté, c'est que à l'époque, les Haïtiens qui produisaient beaucoup de teinture pour les vêtements, du sucre, du rhum, puis des produits comme ça, les produits maraîchers, étaient incapables de vendre leur production à l'extérieur du pays, tout simplement parce que personne ne voulait en acheter. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont allés visiter Haïti puis qui ont décrit ce que c'était le pays, la nouvelle Haïti indépendante, le nouveau régime là-bas sur place. Puis ce qu'on a de textes scientifiques qui nous décrivent le pays à cette époque-là, ben c'est des textes qui nous expliquent que les Haïtiens, c'est des cannibales, qui valent moins que des hommes en réalité, que leur système est barbare. Ce qu'on obtient à l'époque des gens qui sont allés visiter le pays, c'est une vision d'Haïti qui est complètement négative. Ben, ça a été très difficile pour le pays parce que ça aussi, ça les a empêchés de commercer sur la scène internationale. Ça l'a isolé Haïti dans son coin, puis ça l'a créé des grandes problématiques sociales à ce moment-là. Donc, on voit des factions politiques s'armer, se développer, puis on commence à avoir de plus en plus de guerres civiles en Haïti. Ce qui va vraiment pas pour les aider, sincèrement. Parce que plus il y a de guerres civiles dans le pays, ben plus on considère qu'ils sont barbares, plus ça légitime une intervention extérieure d'un autre pays. Puis c'est là que les Américains arrivent. Sur 100 ans d'histoire environ, là, de 1804 jusqu'à 1914, les Haïtiens n'ont jamais pu être considérés comme étant un peuple à part entière qui était capable de commercer avec les autres. Plus fort que ça, la plupart des puissances ont profité du chaos qu'ils ont instauré dans le pays avec leurs mesures économiques pour tout simplement envahir l'île. Entre 1804 et 1914, Haïti a perdu le 2 tiers de son territoire, qui était essentiellement les terres cultivables. Aujourd'hui, ce 2 tiers-là, ça s'appelle la République dominicaine. En 1914, les Américains envoient un bateau de guerre, ils envahissent le pays, ils détruisent complètement l'économie, la structure politique, puis tout ce qui pouvait exister déjà en Haïti pour en créer une espèce d'État assisté par les politiques américaines, par les politiciens américains, puis ensuite en est découlé l'histoire actuelle du pays. Si on tourne les coins tellement ronds qu'on a l'impression de dessiner un cercle, c'est à partir de 1914 puis de l'invasion américaine qu'on a l'impression qu'Haïti devient un État au crochet des autres États sur la scène internationale. La chose qui est importante de remarquer ici, puis le parallèle qu'on peut faire avec la Corée du Nord, c'est que ce qui a causé toutes les problématiques en Haïti à cette époque-là, c'est essentiellement une différence de vision de la politique puis de la liberté qu'il y avait entre la majorité des grandes puissances à l'époque, puis Haïti qui est un nouvel État qui voulait promouvoir une nouvelle idéologie. La Corée du Nord, c'est pas vraiment une nouvelle idéologie, mais c'est tout de même une idéologie qui est différente de celle que nous on connaît ou de celle à laquelle nous on est habitués. C'est pas pour autant qu'elle est mauvaise. Elle est mauvaise parce qu'on est les ennemis de la Corée du Nord. Dites-vous que de leur côté, c'est la même chose. Notre idéologie est mauvaise parce qu'on est leurs ennemis. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je considère que les Nord-Coréens ne sont pas nécessairement de mauvaise foi dans leur relation. La citadelle La Ferrière, c'est une grosse construction fortifiée que le roi Henri-Christophe, un des premiers rois d'une Haïti indépendante, a construite au sommet de la montagne, juste à côté de son palais. Il a armé cette citadelle-là avec des vieux canons de l'armée française sur les bateaux qui ont été capables de récupérer finalement suite à leur guerre d'indépendance. La citadelle La Ferrière est construite à 15 km du Cap Haïtien, qui est la grande ville de la région. Le centre économique, même à cette époque-là, puis qui est aussi le port pour une éventuelle nouvelle invasion. Ils l'ont bâti à 900 mètres d'altitude sur une montagne qui est excessivement accidentée. Il y a 20 000 Haïtiens qui ont participé à la construction de cette citadelle-là, puis sur ce 20 000-là, il y a plus de 10% des Haïtiens qui ont participé qui en sont morts. On dit même quand on visite la citadelle qu'un des ingrédients du mortier, c'est le sang des Haïtiens qui a été versé pour la construire. Sur le plan stratégique militaire, cette citadelle-là était complètement inutile. Puis il y a une chose qui est vraiment importante à savoir ici, c'est qu'il n'y avait déjà pas d'esclaves en Haïti. Les gens qui ont travaillé à la construction de ce monument-là, ce sont des Haïtiens qui étaient volontaires ou qui étaient payés pour le faire, mais bref, ils acceptaient de travailler sur ce chantier-là, qui était plutôt inhumain. La question maintenant, c'est
Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont construit une citadelle qui était hautement fortifiée sur une zone qui servirait jamais à rien? Ben peut-être à l'époque, sans vouloir prêter d'intention à Christophe, qu'ils espéraient éventuellement être capables d'obtenir des canons qui tireraient une portée de 15 km. Il y a énormément de temps entre le moment où on a construit la citadelle en 1804 puis le moment où on obtient des canons qui ont une portée suffisante pour pouvoir tirer jusque sur le quai au Cap Haïtien. Fait qu'à ce moment-là, on peut se dire que c'était probablement pas vraiment ça l'idée d'Henri Christophe en arrière de tout ça. Si vous visitez la citadelle un jour, vous allez voir que sur le côté de la porte, il y a une plaque qui représente vraiment l'idée qu'il y a en arrière de ce monument-là. Ce que la plaque dit, c'est qu'il ne faut pas voir la citadelle La Ferrière comme étant un éclair de folie du dirigeant de l'époque. Ça représente plutôt la volonté, le désir de la population haïtienne de se faire reconnaître comme étant un État indépendant. Pourquoi? Parce qu'ils ont versé leur sang pour la construire, parce qu'ils l'ont construit sachant très bien que ça ne serait jamais utilisé, puis tout ce qu'ils voulaient, c'était montrer aux autres qu'ils étaient aussi un grand peuple, aussi capable de construire des grandes choses. Ben, c'est l'esprit que je retrouve quand je vois les images de Corée du Nord. Quand on me montre les images de la Corée du Nord, des grands monuments, des grandes rues, des artères vides, des choses comme ça, c'est l'image que moi j'ai de la Corée du Nord. Ils ont construit un État qui était prêt à s'ouvrir sur le monde, avec des autoroutes, avec des artères qui seraient prêtes à commercer pour acheter les voitures à l'extérieur, mais malheureusement, il n'y a personne qui veut commercer avec eux. Ce qui fait en sorte qu'ils s'acharnent à essayer de nous montrer qu'eux aussi sont une civilisation comme les autres, en construisant des monuments vides, en construisant des artères vides, puis en construisant des scènes comme ça qui peuvent s'apparenter à un décor de cinéma parce qu'ils sont désertes en quelque sorte. C'est pas un décor de cinéma dans l'objectif de nous faire croire que c'est un grand régime. C'est un décor qui est là pour nous montrer qu'ils sont capables d'être une civilisation au même titre que les autres civilisations sur la planète. Puis je crois que c'est vraiment le message que le pays cherche à faire passer. Oui, à travers ça, il y a certaines aberrations, si on veut, où on peut considérer que c'est certaines aberrations-là. Il y a un culte de la personne qui est très fort en Corée du Nord, sur le dirigeant, puis sur les anciens dirigeants de la Corée aussi. Mais ça, c'est un aspect culturel. Ce culte de la personne-là, ce côté historique de culte de la personne-là, on le voit dans d'autres pays. La dictature n'est certainement pas un argument suffisant pour justifier les mesures économiques qu'on applique en Corée du Nord. On commerce avec des dictatures qui sont vraiment pires au niveau du droit humain. Avant de finir la vidéo, je voulais juste expliquer que si on se penche réellement sur le cas de la Corée du Nord, c'est difficile de ne pas comprendre pourquoi ils agissent de la sorte. Les Nord-Coréens sont perpétuellement agressés, entre guillemets, par le fait que les Américains sont toujours présents en Corée du Sud, par le fait que la guerre s'est jamais réellement terminée avec la Corée du Sud non plus. Ils sont constamment victimes de mesures économiques restrictives, puis dans le fond, ils sont tout seuls de leur côté. Fait que je les comprends de vouloir développer l'arme nucléaire pour se défendre contre les multiples agressions internationales qu'ils vivent en quelque sorte. Je les comprends de pas vouloir avoir des représentations culturelles extérieures à la Corée du Nord dans leur pays, puis de limiter l'importation de produits culturels. Si on essaie de montrer comment le monde est beau à l'extérieur de la Corée du Nord, aux Nord-Coréens, ben ça risque de causer une instabilité politique pour le régime sur place. Puis, bien entendu, lui croit faire ce qu'il y a de mieux pour sa population. Parce qu'ils ont une vision différente de la politique, ils ne méritent pas le traitement qu'on leur fait. On peut respecter leur culture aussi. Le message qui est à retenir, c'est pas que j'ai défendu la Corée du Nord dans cette vidéo-là, puis je dis pas que la Corée du Nord sont blancs comme neige, puis qu'ils méritent absolument le bon Dieu sans confession, c'est que la Corée du Nord n'est pas nécessairement uniquement méchante. Parce qu'en politique, comme on a entendu un petit peu plus tôt dans la vidéo, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Toute la politique se situe dans une espèce de zone grise, où il faut essayer de comprendre chaque élément de la politique pour être capable de faire une analyse complète. Même si on tente de nous décrire le contraire, il y a rarement des actions qui sont complètement irrationnelles qui ont été posées en politique. Généralement, il y a un objectif en arrière de tout ça, puis il faut être capable de se mettre dans la peau du dirigeant qui semble irrationnel pour comprendre. On peut critiquer le gouvernement coréen pour la propagande qu'ils font, mais il ne faut pas oublier que nous aussi, on en vit de la propagande. On vit autant de la propagande qui dénigre le gouvernement nord-coréen qu'on vit de la propagande sur un paquet d'autres sujets. Ce qui est important de retenir encore de cette histoire-là, c'est qu'il n'y a pas de gens complètement bons ou de gens complètement méchants. Pour conclure, quand on parle d'histoire, il y a une phrase que mon père m'a souvent dit, que je vais vous rapporter aujourd'hui. Dans l'histoire, est-ce que les gens gagnent parce qu'ils sont bons ou les gens sont bons parce qu'ils gagnent? Puis c'est ça qui est important de retenir. Sur ce, à la prochaine. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous soutenir, il n'y a rien qui nous aide plus que de partager la vidéo, mettre un petit pouce bleu aussi, s'abonner. Merci beaucoup.